Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Situation très précaire, on le disait à Goma et on le lit dans la presse aussi. Le quotidien Le Pays juge cette situation, Pauline, d'autant plus grave et inquiétante qu'elle ne suscite plus de capharnaüm d'émotions, je cite, de la part de la communauté internationale, bien qu'elle se déroule, je cite toujours, dans le mépris flagrant des droits humains fondamentaux. Le quotidien burkinabé dit redouter un enlisement, vous le voyez, total, dans la mesure où tous les pays de la région, ou presque, sont engagés au Nord Kivu dans une lutte géopolitique pour accaparer les richesses, les immenses richesses naturelles de cette province martyre. Dans le Financial Times, le quotidien britannique, le spécialiste américain de cette région, Jason Stern, soutient que les troubles causés par le Rwanda en RDC seraient pourtant faciles à arrêter et que le refus des Occidentaux de stopper ces troubles a conduit de nombreux Congolais à conclure que personne ne se soucie d'eux. Selon lui, les Occidentaux auraient toute l'attitude pour agir, car, je le cite, le principal instigateur du conflit avec le M23 est le gouvernement du Rwanda, qui dépend de l'aide étrangère. Mais les paroles occidentales contre le régime de Paul Kagame seraient contredites par les actes, comme le fait que l'UE a donné 40 millions d'euros pour soutenir le déploiement de la force de défense rwandaise au Mozambique, dans le but de protéger les installations gazières offshore de Total Énergie, le groupe français des rebelles islamistes. La guerre dans l'est du Congo, Hélène, qui est aussi un conflit entre deux hommes, Paul Kagame, le président rwandais, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Le quotidien belge Le Soir évoque deux adversaires désormais irréductibles, deux hommes que tout oppose, avec d'un côté Paul Kagame, sa froide détermination, un militaire dont la victoire par les armes a mis fin au génocide des Tutsis, qui a reconstruit son pays, mais qui a aussi externalisé la guerre impitoyable contre ses ennemis, en la transportant donc dans le Congo voisin. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi, un civil qui, lui, a également passé une partie de sa vie à l'étranger et relativement novice en politique, car ayant grandi dans l'ombre de son père, Etienne Tshisekedi, qui a incarné l'opposition pendant des années au dictateur Mobutu, avant de parvenir à son tour à la présidence, par la grâce d'une transition de pouvoir pacifique après les 18 années de règne de Joseph Kabila. Dans la presse, Hélène, également, les 80 ans de la découverte du camp nazi d'extermination d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge. Pour le Jérusalem Post, qui indique également ce matin à la une que des troupes israéliennes, des soldats israéliens ont eu recours à des tirs de sommation hier pour éloigner des habitants qui tentaient de regagner leur village au sud Liban. Tirs qui ont fait 22 morts, on le rappelle, selon le ministère de la Santé libanais. Le journal israélien donc fait état à ces commémorations en Pologne de plusieurs dirigeants étrangers, mais aussi de survivants de la Shoah, dont les témoignages rappellent, je cite, les dangers de l'idéologie nazie. Nous ne sommes plus qu'une poignée, nous comptons sur vous. Libération cite les paroles d'Esther Sono, qui a 96 ans et qui se dit inquiète, Pauline, de la marche du monde. Elle dit toutefois aussi espérer que la jeunesse se saisisse précisément de son témoignage pour faire face aux négationnistes et autres faussaires de l'histoire. Le quotidien suisse Le Temps, qui évoque également la nécessité absolue d'écouter les derniers survivants, cite lui un autre rescapé, il s'appelle Albrecht Weinberg, il est l'un des 6 survivants d'Auschwitz-Birkenau, encore vivant aujourd'hui en Allemagne. On lui a demandé, Pauline, ce qui, selon lui, a été retenu de cette terrible page de l'histoire. Rien, dit-il. On n'a dit plus jamais ça, mais depuis, il n'y a que la guerre, regrette ce centenaire, qui se rend tout de même encore aujourd'hui, une fois par semaine dans les écoles, pour parler lui aussi aux plus jeunes. Un mot de l'image que vous découvrez juste à côté de vous, Hélène. Ces images en direct, c'est celle de la cérémonie du souvenir qui se tient en ce moment au mémorial de la Shoah à Paris, en présence, vous le voyez, d'Emmanuel Macron qui vient de déposer une gerbe de fleurs et qui se recueille. L'Humanité, Hélène, le quotidien communiste français, cite ce matin le poète Paul Éluard. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Le journal salue ce matin la décision de laisser effectivement la parole aux survivants, dont la voix porte, selon lui, la mise en garde la plus forte contre cette passion triste qui gagne du terrain un peu partout dans le monde, l'exclusion, la haine
et le génocide. Luma Pauline qui se demande si l'on aurait imaginé il y a encore 10 ans que les deux dirigeants des deux principaux États concernés par la libération de ces camps, la Russie et Israël, ne participeraient pas aujourd'hui, contrairement au président français qu'on vient d'apercevoir à l'instant, qu'ils ne participeraient pas à ces commémorations, car ils sont tous deux poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les choses oubliées peuvent revenir, met en garde de son côté le quotidien italien La Stampa avec cette étoile juive. Et le mot de la fin, on le laissera à Suzanne Pollack, elle a 94 ans, c'est elle aussi une rescapée. Elle a cette supplique ce matin à la une du Daily Express, le tabloïd britannique. N'oublions jamais. Merci beaucoup Hélène. 27 janvier, donc on le disait, jour de mémoire, 80